Bonsoir à tous, merci de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. Voici les grands titres que nous développerons dans cette édition. Le retour presque à la normale au centre hospitalier Princesse Grace, la combinaison de la vaccination, des mesures préventives et d'une période plus propice aux activités d'extérieur joue incontestablement, alors que les hospitalisations pour cause de Covid-19 sont désormais quasi inexistantes. C'est ce que nous expliquera la directrice du CHPG, Benoît de Sèvlinges. Une journée d'immersion au musée pour les enfants de la vallée sinistrée de la Roya. L'Institut océanographique et la Fondation Princesse Charlène sont à l'initiative de cette opération baptisée Océano pour tous. Le centre scientifique de Monaco vient d'immerger des grottes artificielles dans les eaux monégasques. Du corail rouge y sera ensuite implanté pour mener à bien un projet de reproduction et de restauration de cette espèce marine. Environnement encore avec la présentation du véhicule du constructeur automobile Venturi Antarctica. Il s'agit du premier engin d'exploration polaire zéro émission. Il rejoindra d'ici la fin de l'année une base scientifique en Antarctique. Les internationaux de tennis de Roland-Garros se tiennent jusqu'au 13 juin. Le coach monégasque Benjamin Balleret est sur place pour accompagner le joueur Pierre-Hugues Herbert qui l'entraîne. Et il reviendra avec nous sur les récents coups d'éclat hors terre battue de joueurs comme Benoît Paire ou la japonaise Naomi Osaka. Enfin, le manager général de la Roca Team nous livrera sa première réaction après l'officialisation de la forme que prendra la fin du championnat de Jeep Elite cette saison. Mais débutons ce journal avec ce bilan d'étape au centre hospitalier Princesse Grace. Le nombre d'hospitalisations a chuté, une note d'espoir qui ne doit cependant pas empêcher la prudence. La directrice du CHPG est notre première invitée. Bonsoir Benoît de Sèvlinges. Bonsoir Patricia. Nous avons pris l'habitude de faire des points réguliers avec vous à chaque étape de la crise. Il y a quelques semaines encore, nous assistions à un pic de contamination et d'hospitalisation. Aujourd'hui, c'est presque un retour à la normale. On peut parler de retour à la normale puisqu'actuellement, nous n'avons plus de patients Covid hospitalisés au CHPG. Et vous avez refermé l'unité spécialement dédiée ? Nous avons acté de la fermeture de l'unité. Néanmoins, nous gardons 6 lits en réserve. Parce que la période est propice à des rassemblements familiaux et festifs. D'abord parce que les gens ont été confinés pendant des mois, donc aujourd'hui ils ont envie d'en profiter. Et puis c'est une période où généralement on a beaucoup de baptêmes, de communions, de confirmations, de repas de famille, de mariages, les ponts du mois de mai également. Donc on garde quand même par sécurité 6 lits de disponibles pour d'éventuels malades Covid qui seraient amenés à venir dans nos services. Ce retour presque à la normale, c'est l'effet vaccin ou comme l'an passé l'arrivée des beaux jours ou les conséquences des mesures préventives ? Probablement une combinaison des trois. Il est certain que le confinement amène à une diminution de la circulation du virus, ça c'est prouvé. On voit aussi une baisse du taux d'incidence et une diminution des hospitalisations. Alors les hospitalisations elles diminuent à Monaco mais pas seulement, sur tous les Alpes-Maritimes. On compte seulement 23 patients hospitalisés. Donc vous voyez qu'on s'inscrit dans un environnement, toujours, le virus ne connaît pas les frontières, on s'inscrit dans un environnement qui est favorable. Le retour des beaux jours, ça va nous amener sur des activités de plein air. On a la certitude aujourd'hui que les endroits confinés sont propices à des contaminations entre personnes. Donc voilà, une combinaison des 3 facteurs probablement, qui devrait, je l'espère en tout cas, nous permettre de passer un été serein. Et puis sur la rentrée, en revanche, ça va être difficile de se prononcer. On est très rassuré par les taux vaccinaux, que ce soit sur Monaco ou dans les Alpes-Maritimes. On a une couverture vaccinale sur les personnes à risque de développer une maladie grave, une forme grave plutôt de la maladie. Donc ça, pour nous, hospitaliers, c'est rassurant. Mais cet étau qui se dessert, cela va permettre au personnel hospitalier de respirer un peu, ils en ont besoin. Respirer, oui et non, parce que là, on reprend la chirurgie. Le bloc orthopédique a rouvert il y a une dizaine de jours. On a repris en charge également les urgences traumatologiques. Et ça laisse de la place dans les autres blocs pour opérer davantage. Donc en réalité, là, on est dans un rythme qui est très très soutenu, avec un hôpital qui est plein toutes les semaines. Donc souffler, pas encore. Néanmoins, sur le plan psychologique, le fait de pouvoir à nouveau se détendre quand on sort du travail, je pense, est très bénéfique.
Vous avez évoqué la vaccination pour le grand public. Quel est le taux de vaccination aujourd'hui pour les personnels du centre hospitalier Princesse Grace? On a 56% des agents qui souhaitent être vaccinés. Et sur ces 56%, 87% ont déjà un schéma vaccinal complet. Sur la filière gérontologique, on a des excellents chiffres puisqu'on a seulement 8 résidents sur les 278 résidents pris en charge par la filière qui ont refusé la vaccination. Il y a eu au début de la crise une certaine forme de peur des hôpitaux. Ce n'est plus le cas. Les gens ont oublié ces fausses idées reçues. Non, les gens n'ont plus vraiment peur de venir à l'hôpital. En revanche, on a du mal à expliquer que la vaccination est un net progrès et un grand espoir, mais que néanmoins l'hôpital a toujours besoin de se protéger. Donc pour se protéger, aujourd'hui les visites sont toujours interdites. Elles sont possibles, les visites aux patients, je parle. Elles sont possibles dans la filière gériatrique, bien sûr, et en psychiatrie, et en soins palliatifs, dans des conditions qui sont beaucoup plus larges. Elles sont aussi possibles sur dérogation du chef de service, avec un certain nombre de réserves qui vont de l'état de santé du malade à la vaccination du visiteur ou sa capacité à présenter un test PCR ou antigénique négatif datant de moins de 48 heures. Donc vous le voyez, on reste quand même dans une situation précaire où il faut garder un maximum de précautions et continuer à sécuriser l'hôpital. Les gens se sont montrés disciplinés face à ces mesures? Globalement, on a quand même une adhésion assez importante des usagers de l'établissement. On essaie en tout cas d'avoir un discours assez pédagogique pour leur expliquer les choses et essayer de faire comprendre nos décisions. Benoîte de Sévelinge, merci d'avoir répondu à notre invitation alors que la pandémie marque le pas à Monaco. Merci Patricia. Ouvrons un large chapitre environnemental. L'Institut océanographique mène régulièrement des opérations de sensibilisation à la protection du monde marin avec de jeunes élèves. Cela a été le cas mardi en partenariat avec la Fondation Princesse Charlène, mais cette fois avec des enfants venus de la vallée de la Roya qui a été lourdement touchée par la tempête Alex à l'automne dernier. Le prince Albert II et ses enfants Jacques et Gabriella se sont joints à eux. C'est un reportage de Peggy Ramani et Horacio Gaggino. Dans les yeux de ces enfants, l'émerveillement. Grâce à cette édition d'Océano pour tous, ces élèves de CM2 scolarisés dans la vallée de la Roya sinistrée ont pu découvrir la magie des fonds marins et l'importance de préserver ces écosystèmes souvent fragilisés. Celui-ci est particulier puisqu'il s'adresse aux enfants de la Roya qui ont non seulement eu la tempête Alex et la pandémie Covid et donc qui ont bien besoin de prendre un petit rayon de soleil à Monaco et de découvrir la mer. Ils connaissent bien la montagne et de découvrir les liens entre la mer et la montagne et notamment de réfléchir avec eux comment s'est formée la tempête Alex à cause de la mer Méditerranée qui était trop chaude. Tout au long de l'année, ces élèves ont travaillé avec leurs enseignants pour comprendre pourquoi il est important de préserver l'environnement terrestre et marin. On avait un projet dans l'école, c'était travailler sur l'environnement et sur l'environnement qui nous est proche à Bray-sur-Roya, qui est plutôt le milieu montagnard et la forêt. Nous, on a trouvé que ça correspondait bien, que ça pouvait entrer dans le cadre de notre projet initial, qui était travailler sur l'environnement. On allait donc travailler plus sur la forêt, sur l'écosystème des forêts, de la montagne. Et on s'était dit que ce qu'on voyait donc dans la forêt, dans la montagne, on pouvait peut-être retrouver les mêmes lois dans la mer. Cette journée au musée océanographique a été rythmée par de nombreuses activités ludiques et ateliers interactifs. L'océan n'a plus aucun secret pour ses élèves. J'ai appris des trucs, par exemple que le corail il se forme en colonie et qu'il a des algues à l'intérieur qui lui permettent de vivre. J'ai beaucoup aimé quand il y a eu les animaux marins qui sont arrivés sur l'écran. On aurait dit vraiment qu'on était dans l'océan. J'ai trouvé que c'était génial. C'était vraiment magique, quoi. J'avais jamais vu ça de ma vie. C'était plus waouh. Et le message est vraisemblablement bien passé. Ce serait dommage qu'il n'y ait plus toute cette magie dans les océans. C'est joliment dit. Et notez que pour poursuivre cette initiative l'année prochaine avec les vallées de la Vésubie et de la Tinée, un appel aux dons est lancé par l'Institut océanographique et la Fondation Princesse Charlène.
Depuis de nombreuses années, le centre scientifique de Monaco est réputé dans le monde entier pour l'expertise qu'il a acquis en matière de culture de coraux. Une opération au large de Monaco a été lancée cette semaine pour permettre la reproduction du corail rouge à l'aide de grottes artificielles. Ce projet est soutenu par la Fondation Prince Albert II et s'inscrit dans le cadre de l'unité de recherche sur les coraux précieux CSM Chanel. Les explications de Christine Datomel sur des images de Serge Prémont. Comme de petits laboratoires sous-marins, 6 grottes ont été immergées au large de la Principauté dans le but d'étudier les coraux. Des structures en béton d'1 mètre cube qui abriteront très prochainement des colonies de corail rouge. Une expérience mise en place pour restaurer cette espèce en Méditerranée, mais aussi pour récupérer les larves lors de la ponte qui se tient 1 fois par an durant le mois de juillet. Le corail rouge, parce que c'est une espèce emblématique de Méditerranée. Il y en a de moins en moins dans les eaux dites peu profondes, donc on en trouve beaucoup dans les 40-50 mètres, mais c'est quand même une espèce que l'on trouve moins dans les eaux monégasques et on aimerait bien que ça reparte. Les 6 grottes ont été immergées dans les eaux monégasques à un point précis, tenu secret, afin de les préserver au maximum. Alors on va les immerger à peu près devant la plage des pêcheurs, à 40 mètres de profondeur. Elles seront en forme d'hexagone et elles se regarderont, si vous voulez. Ça, c'est un projet qui va durer sur 4 années. Donc, sachant que le corail rouge pond 1 fois par an, on espère avoir plusieurs résultats. Et il y aura tout un côté aussi génétique qui sera fait en collaboration avec le laboratoire de Bagnols-sur-Mer pour voir les larves si elles viennent de tel papa ou de telle maman. Un projet qui se déroulera durant les 4 prochaines années, voire plus, et qui permettra de peut-être ramener un peu d'or rouge en Méditerranée. Nous retrouvons Vanessa Dessy pour développer les autres informations du jour. Monaco a participé à la 74e Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Bonsoir Vanessa. Bonsoir Patricia, bonsoir à tous. C'est une assemblée qui s'est tenue sous forme virtuelle du 24 au 31 mai. Compte tenu de l'actualité, le débat général avait pour thème « Mettre fin à cette pandémie, prévenir la prochaine, construire ensemble un monde plus sain, plus sûr ». Et plus juste. Outre les discussions habituelles, une grande partie des débats de l'AMS a porté sur la mise en place d'un processus de renforcement de l'OMS, notamment des systèmes de prévention et de riposte face aux futures situations d'urgence sanitaire mondiale et de pandémie. Les premières conclusions de ce groupe de travail, parmi lesquelles l'éventuelle élaboration d'un instrument juridique international sur les pandémies, seront débattues lors d'une session spéciale qui se tiendra fin 2021. Et la mairie de Monaco participe à la Journée mondiale de l'environnement qui aura lieu samedi. Oui, la mairie a souhaité soutenir plusieurs actions. Sur les 2 marchés, les commerçants bénéficieront de sacs en coton siglés Journée mondiale de l'environnement, ainsi que des cendriers de poche afin qu'ils soient distribués à leurs clients le 5 juin. Et enfin, le 7 juin à 18h30, la médiathèque accueillera la navigatrice Alexia Barrier, très engagée dans la cause environnementale, pour une rencontre à la bibliothèque Louis Notari sur le thème « Protégeons la planète bleue, notre cellule de vie ». Le gouvernement princier relance le tourisme avec le numérique. Alors que la saison touristique se prépare en principauté dans un contexte quelque peu inédit, force est de constater le rôle désormais prédominant du numérique à tous les niveaux. Un webinaire a donc permis d'y voir plus clair sur les tendances du tourisme de demain en mettant en avant les initiatives d'ores et déjà menées en principauté. Une démarche dans la ligne du plan de relance par le numérique et ses outils. Le Fonds bleu, une enveloppe dédiée au soutien financier des entreprises monégasques dans leur transition numérique. Je vous le disais en titre, le constructeur monégasque de véhicules électriques Venturi vient de présenter officiellement le nouveau modèle d'Antarctica. Un modèle innovant qui a un lien avec le Prince Albert II. Et vous allez comprendre pour quelles raisons dans ce reportage de Sandrine Nègre et Orazio Gaggino.
Après son retour de l'Antarctique en 2009, le souverain fait part d'un constat au président de Venturi. Les stations de recherche scientifique ne disposent pas de véhicules non polluants. La Fondation Prince Albert II charge alors le constructeur monégasque de trouver une solution. Solution trouvée, elle porte le nom d'Antarctica. 3 versions du véhicule sont conçues. La dernière née a été dévoilée dans les locaux de Venturi. C'est vrai que ça a été un très long processus parce qu'il a fallu bien sûr tester des choses qui étaient que tout le monde pensait très difficiles ou voire même impossibles. Et du premier prototype que j'ai pu essayer et qu'on a pu essayer non seulement ici dans la région mais au Canada, à cette dernière version qui est juste derrière nous ici, eh bien c'est l'aboutissement d'un rêve un petit peu original, mais c'est formidable. On a rendu compte à notre patron de ce qui était possible de faire aujourd'hui. C'est un rêve qui nous passionne tous les deux. Et faire en Antarctique évoluer ce véhicule, c'est bien. Le faire peut-être un jour arriver à toucher le pôle sud, ça sera très très bien. Donc ça avance. La nouvelle version du modèle Antarctica, premier véhicule d'exploration polaire zéro émission, sera rattachée dans quelques mois, en décembre 2021, à la base scientifique Princesse Elisabeth en Antarctique. Antarctica est doté de solutions technologiques qui concernent l'isolation thermique, la batterie et la structure du châssis. On est reparti d'une feuille blanche, mais en se basant sur nos connaissances. Donc c'est une maturité du produit du véhicule Antarctica, avec un système de suspension pour pouvoir franchir des gros obstacles et améliorer le confort du véhicule. Mais aussi on a rajouté des panneaux solaires pour pouvoir utiliser l'énergie solaire pour utiliser un système de réchauffage de l'habitacle, mais également au besoin recharger un petit peu les batteries. À noter pour finir que le choix de la date de présentation du nouvel Antarctica n'est pas le fruit du hasard. Le véhicule éco-responsable a été dévoilé en ce début du mois de juin, quelques jours à peine avant la Journée mondiale de l'environnement. C'est un rendez-vous qu'attendent avec toujours beaucoup d'impatience les fous de tennis. Le tournoi de Roland-Garros se tient actuellement et jusqu'au 13 juin. Il s'accompagne d'un retour limité du public et s'effectue sous couvre-feu. Certains joueurs ont d'ailleurs regretté l'absence de spectateurs au cours des derniers mois et l'on a assisté aussi à quelques coups d'éclat chez certains que la période semble avoir atteint moralement. Le coach monégasque du Français, Pierre-Hugues Herbert, est avec nous depuis les allées de Roland-Garros. Bonsoir Benjamin Balleret. Bonsoir Patricia. C'est le rendez-vous des amateurs de tennis, toujours très attendu, mais bien évidemment dans ce contexte si particulier. Mais Roland-Garros, cela reste Roland-Garros. Ça fait plaisir de retrouver Roland-Garros en juin surtout. Les dernières, c'était en septembre, c'était un peu compliqué avec le temps, très très peu de spectateurs. Donc oui, on profite cette année beaucoup plus que les dernières. Alors malheureusement en simple, pour Pierre-Hugues Herbert que vous coachez, l'aventure s'est terminée tôt, mais il n'a pas démérité. Oui, alors ça fait 3 ans qu'il ne démérite pas, qu'il est un peu le perdant magnifique dans ses matchs. Il y a 2 ans contre Benoît Paire et les dernières contre Sacha Zverev. Il n'est pas passé loin. Et voilà, la saison est longue. On va essayer de se servir encore une fois de cette défaite malheureusement pour progresser. Nous vous avons invité, Benjamin Balleret, car vous avez été joueur, aujourd'hui vous êtes coach. Ce qui interpelle cette année, et depuis le tournoi de Monte-Carlo d'ailleurs, c'est l'attitude de certains joueurs, dont Benoît Paire. On a le sentiment que la période anxiogène conduit à des réactions surdimensionnées. Oui, c'est sûr. Vous parlez de Benoît Paire, je pense que c'est une exception quand même. C'est une personnalité très complexe. Pour bien le connaître en dehors du court, voilà, il a un souci qu'il n'arrive pas à résoudre. C'est une personne adorable en dehors du court, mais qui n'arrive pas à contrôler du tout ses émotions quand il est sur le court ou face à la presse. Et c'est vrai que ça le dessert évidemment pour son image par rapport à beaucoup de personnes. Et c'est dommage. Après, le climat, c'est sûr que pour certains joueurs, c'est beaucoup plus difficile à vivre que pour d'autres. Je pense à des pères de famille qui ne peuvent pas voyager avec leur famille ou qui ont déjà vécu des émotions avec le public. C'est ce qu'a dit Benoît Paire, hein. Il a évoqué l'absence du public, il a dit que c'était cela qui lui pesait. Mais le public joue un rôle si important pendant une partie.
Je pense, oui, oui. Pour certains joueurs, je parle, voilà, je ne fais pas une globalité. Je sais que pour des jeunes joueurs qui arrivent sur le circuit, qui ont des étoiles plein les yeux, c'est beaucoup moins important le public que pour d'autres. Il faut arriver, il faut faire un travail pour arriver à avoir la même motivation, la même énergie quand il n'y a personne au bord du cours. Alors, il y a eu aussi à Roland-Garros le cas de la jeune joueuse Osaka qui a claqué la porte du tournoi après avoir refusé de prendre part à une conférence de presse. Ce sont les caprices de la nouvelle génération ou il y a un réel malaise? Encore une fois, je pense que Osaka, c'est un cas particulier. Elle l'a évoqué elle-même, elle est assez mal dans ses baskets en ce moment. Depuis qu'elle a gagné l'US Open 2018, elle a un peu comme Dominic Thiem en ce moment, ils ressentent un vide. Voilà, le tennis, il faut tout le temps, enfin chaque sport, il faut tout le temps se fixer des objectifs pour progresser. Et quand cet objectif est atteint et qu'on ressent un vide, voilà, chacun le vit différemment. C'est pour ça que les Djokovic, les Federer sont exceptionnels dans la longévité et arrive toujours à se fixer de nouveaux objectifs. Et c'est vrai que Osaka, elle l'a expliqué elle-même, elle a du mal avec la relation avec le public, le lien social. Après, je la rejoins dans le sens où je pense que l'ATP et la WTA doivent protéger un petit peu plus les joueurs. J'en reviens par exemple à Benoît Paire, quand il va faire une conférence de presse après un match où il est très énervé. Je pense que c'est à l'ATP aussi de le protéger, de lui dire d'attendre, de se calmer avant d'aller en conférence de presse pour pas dire de bêtises. Oui, puis ce sont souvent aussi des joueurs qui vivent dans une bulle tennistique depuis leur plus tendre enfance, hein. Ça peut être aussi l'une des explications. Et on sait que l'environnement familial est capital. Oui, oui, oui. Et puis, je pense que c'est très dur de se mettre à la place d'une Naomi Osaka qui est une star mondiale, vraiment, qui a une pression énorme, que ce soit du Japon aux États-Unis, avec la WTA. Donc, c'est très compliqué de se mettre à sa place. Chacun vit les choses différemment. Et voilà, il ne faut pas avoir un petit peu d'empathie, pas lui jeter la pierre, mais essayer de comprendre son process. Et dans votre approche avec Pierre-Hugues Herbert, le mental, c'est une notion aussi qui est très importante. Il n'y a pas que la pratique et le geste physique. Bien sûr, bien sûr. Aujourd'hui, notamment bon, avec beaucoup de joueurs, mais moi, je peux parler que pour Pierre-Hugues. Le mental a un rôle très important. On le voit encore avec son match contre Yannick Sinner avant-hier. Les moments importants, il faut arriver à les gérer. Et alors, voilà, tout le monde joue bien au tennis. Et ces moments-là, c'est ça qui fait la différence. Voilà, donc, encore une fois, c'est un travail à faire au quotidien pour tous les joueurs de circuit. Et voilà, c'est là où, encore une fois, les meilleurs joueurs font la différence. Hormis ces écarts, attention, hein, le tennis, effectivement, ce n'est pas le bagne. Hein. Bien évidemment, cela reste un sport qui bénéficie d'un environnement très feutré. Oui, oui, bien sûr. On a la chance déjà que le circuit est repris. Évidemment que, comme vous dites, c'est pas le bagne. On est très chanceux de pouvoir faire notre métier, vivre de ce sport. On pense à j'ai des amis qui sont en télétravail, qui sortent pas de chez eux. C'est compliqué. Ils voient pas grand monde. Le week-end, bon là, ça commence à aller mieux, mais ils pouvaient pas sortir, entre guillemets, rien faire. Donc c'est vrai qu'on a de la chance de voyager, de vivre des émotions. Et oui, là, de ce côté-là, on peut pas s'estimer malchanceux par rapport à ce que l'on fait. Benjamin Balleret, merci d'avoir été notre invité depuis Roland-Garros. Merci Patricia. Nous restons dans le domaine sportif avec du basket. La Roca Team a été battue par Chalon-Reims 98-92 mardi soir, Vanessa. Oui, le leader monégasque s'est incliné sur le parquet de Chalon-Reims en match de retard de la 17e journée du championnat. Malgré cette 5e défaite de la saison, la Roca Team conserve la tête du championnat. Prochaine rencontre ce jeudi face à Roanne. Nous vous l'annoncions dès hier, la Ligue nationale de basket a officialisé les modalités de l'organisation de la phase finale du championnat de France de Jeep Elite 2020-2021. Effectivement, Patricia, la LNB a dévoilé son plan pour la fin de saison, une phase finale qui aura bien lieu à l'issue de la saison régulière pour déterminer le champion de France 2021. Alors comment la Roca Team a réagi face à cette annonce? Je vous propose d'écouter Oleksiy Yefimov, le directeur exécutif de l'AS Monaco Basket. We will need to analyze from different angles of view. Because due to this fact, we will have even more tighter schedule in the end of the regular season. So we need to think about
couple of different goals. First of all, we want to to protect our home court advantage in the quarterfinals. But at the same time, we need to protect our players because there is a high risk of injuries. But basically, Final Four will be, as for me, it will be another completely different competition because we will be forced to play without national team players. And honestly speaking, for the moment, I don't have an answer how to manage, how to rotate the team. We can have lack of players. So this is a big question and big issue. This is complicated situation which we need to think twice how to solve. Et des propos recueillis par Émilie Rousseau. Et enfin, la météo, le soleil va-t-il faire son retour, Vanessa ? Eh bien, pas vraiment. C'est une journée mitigée qui nous attend, avec quelques apparitions du soleil et des passages nuageux. Des rafales pouvant atteindre plus de 20 km/h traverseront le pays en milieu de journée. Les températures iront de 16 à 24 degrés. Le soleil se lèvera à 5h48 et se couchera à 21h07. Et nous fêterons les Kevin. Ainsi s'achève ce journal. Nous nous quittons en photo avec cette visite princière au musée océanographique lors de l'opération Océano pour tous, des photos de Michael Alési. Demain à 19h, c'est Émilie Rousseau que vous retrouverez. Je vous souhaite à tous une très belle et douce soirée.